Peut-être une deux fois. Alors, je vais vous partager le diaporama. Bon, bonjour à tous. Merci en tout cas d'être présents. C'est bien, il y a un peu de monde. Hop. Alors, est-ce que vous voyez le diaporama sur l'écran? Ok, parfait. Bon, alors l'objectif, c'était de faire un petit webinaire d'1 heure pour pas vous prendre trop de temps sur une thématique, en tout cas, alors bon, certains ont déjà commencé les agnelages pour les races qui désaisonnent, mais une thématique qui va bientôt nous impacter, nous, en races saisonnées comme les charolais. Donc voilà, la thématique d'abord d'améliorer en fait concrètement les performances à l'agnelage et la régularité des agneaux en travaillant la génétique de son troupeau. Donc bon, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas forcément. Donc moi c'est Claire de Bruges, je travaille à l'Ouest Mouton Charolais. Donc j'étais en binôme avec Aline Bonneau pendant quelques années et puis suite au départ d'Aline, voilà, j'ai repris la direction à partir du 1er septembre 2025. Donc on va pouvoir commencer. Alors, donc, en tout cas, une des premières choses, une des choses les plus importantes pour moi, c'est de vous faire passer comme message, c'était de dire que la génétique, c'est un levier parmi d'autres qui va permettre d'améliorer ses performances. Donc, effectivement, pour améliorer les résultats techniques, on va tout de suite penser à l'alimentation, à la conduite sanitaire, bien sûr, et la génétique, il faut le voir vraiment comme un levier parmi ces autres points qui vont permettre d'améliorer le nombre d'agneaux sevrés, l'âge à l'abattage, la mortalité, etc. Et voilà, c'est un levier peut-être un petit peu moins évident parce que qui se travaille un peu à plus long terme, on va dire. On n'a pas forcément des résultats qui vont être visibles tout de suite, mais l'avantage quand même en élevage ovin, c'est d'avoir des cycles de reproduction qui sont quand même courts, avec des mises à l'art pro des agnelles en général la première année. Et du coup, ça va quand même assez vite, on va dire, par rapport aux bovins pour améliorer le troupeau. Donc, je voulais commencer avec les objectifs en période d'agnelage et puis tout ce qui concerne en fait, grosso modo, la conduite des agneaux. Alors, attendez, je vais juste voir parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui sont rentrées. Hop, voilà. Hop, normalement, tout le monde est connecté. Hop, c'est toujours bon pour le diapo? Je pense que ça doit être bon. Parfait, merci. Donc, les objectifs, alors je ne suis peut-être pas complètement exhaustive, mais on va dire déjà, c'est de réduire la pénibilité lors de la période d'agnelage. Donc, je vais juste couper le micro. Hop, voilà, comme ça. Donc, c'est de réduire la pénibilité lors de la période d'agnelage. Donc, je pense que vous ne me contredirez pas si je dis qu'on souhaite tous avoir des agnelages faciles, éviter un maximum les biberons, donc c'est-à-dire avoir des mères quand même assez laitières et avoir au maximum des agneaux vigoureux et qui se débrouillent pour téter. Donc voilà, pour réduire un petit peu toute cette charge de travail lors de cette période déjà assez chargée. Ensuite, avoir un maximum d'agneaux sevrés par brebis. Bien évidemment, c'est ce qui va jouer sur la rentabilité. Donc, on veut avoir de la prolif, mais en général, pas trop quand même, parce que sinon, trop de prolif, c'est synonyme souvent de biberon. Et limiter forcément la mortalité au maximum. Et ensuite, dernier objectif, réduire le coût de production des agneaux. Donc ça va surtout être le fait de limiter l'apport de concentré nécessaire pour finir les agneaux.
Donc, pour ça, l'objectif, c'est de réduire l'âge à l'abattage en ayant des agneaux avec une croissance assez élevée et faire un maximum de croissance sous la mer, parce que toute la croissance qui est faite avec le lait de la mer, c'est de la croissance qu'on n'aura pas à amener, enfin, à faire avec des concentrés qu'on amène plus tard, quoi. Donc, au niveau de la génétique, alors je vais commencer par quelques rappels qui vous rappelleront sûrement les cours de zootechnie. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que une performance, c'est à chaque fois de la génétique et de l'environnement, bien sûr. Donc, en fait, les effets de l'environnement, ça va être bah, tout ce qui est ambiance du bâtiment, justement, alimentation, microbisme, conduite sanitaire. Et les effets génétiques, encore une fois, c'est un des points qui va expliquer la performance, mais l'effet de l'environnement est quand même très important. Donc ça, on l'estime avec ce qu'on appelle l'héritabilité. Donc l'héritabilité, c'est la part de la performance qui est transmise, enfin qui est due à la génétique en fait, donc qui est transmise par les parents. Donc par exemple pour la prolificité, qui est le caractère le moins en sélection qui est le moins héritable, il y a une héritabilité de 10%. Donc c'est-à-dire que 10% de la prolif est expliquée par la génétique et le potentiel génétique de la brebis sur ce caractère, et les 90% autres sont dus à l'environnement. Donc tout ce qui est surtout enfin, l'état à la mise en lutte, les conditions à la mise en lutte, ça on le sait, ça joue énormément sur la prolif. Donc voilà, l'effet de l'environnement est très important. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est oui, mais du coup, quel est l'intérêt de travailler sur la génétique si, en gros, ça joue si peu sur la performance? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que effectivement, l'environnement est très important, mais à environnement égal, la brebis qui a un potentiel génétique supérieur s'en sortira mieux qu'une autre. Donc, l'environnement, alors on peut le maîtriser d'une certaine façon, on peut essayer de maîtriser l'alimentation, maîtriser la conduite sanitaire, mais on sait très bien voilà, qu'il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Si on a au moins ce socle de génétique assez solide, bon, bah, une année où, par exemple, au niveau des mises en lutte, les conditions sont plus mauvaises, on va limiter un petit peu la casse. On va essayer de sauver les meubles comme ça. Donc, on l'a dit, la prolif, c'est le caractère le moins héritable. Ensuite, on a la valeur laitière qui est héritable à 20%. Donc, 20% de la valeur laitière d'une brebis expliquée par son potentiel génétique. Donc ça, c'est pour ce qui est les caractères des qualités maternelles. Et tout ce qui est qualité bouchère, ça va être plus héritable. La croissance, c'est héritable à 30%, croissance entre 30 et 70 jours. Et la conformation, ça va être héritable plutôt autour des 40%. Alors, je suis désolée, je coupe encore pour faire rentrer... Non, c'est bon, tout le monde est rentré dans la réunion. Parfait. Donc, pour travailler sur la génétique, on va utiliser un outil, c'est les index. Donc, un index, en fait, c'est un outil statistique, tout simplement, qui va permettre d'estimer la performance sur un caractère donné. Et il va être exprimé en base 100. Donc, 100, c'est la moyenne de la race sur le caractère. Donc, une brebis qui a un index valeur laitière à 100, c'est une brebis qui est située, enfin, dont le potentiel génétique est estimé à la moyenne de la race. Une brebis qui a un index valeur laitière supérieure à 100, elle est censée être supérieure, enfin au-dessus de la moyenne, et inversement si c'est inférieur à 100. Donc, l'index, c'est un outil qui doit venir en complément de la sélection, on va dire, à l'œil, parce que ça amène des garanties sur l'animal que voilà, on ne voit pas forcément. Quand vous achetez des agnelles ou des béliers, vous allez voir sur l'animal son phénotype, voir sa conformation, voir plein de choses. Mais les index, ça amène des garanties enfin, des garanties supplémentaires et ça vous amène des informations que vous n'auriez pas sinon. Donc, si on reprend par rapport à la première diapo, sur les objectifs au niveau des agnelages et de la conduite des agneaux, où est-ce qu'on va pouvoir faire jouer la génétique? Alors, pour des agnelages faciles, là, on n'aura pas forcément, il n'y a pas de caractère, on va dire, comme en bovin où il y a des caractères sur la facilité de naissance. Ça, on n'a pas en ovin. Là, on va pouvoir
indirectement faire jouer de la génétique, c'est plus dans le choix du bélier, surtout dans tout ce qui est finesse d'os, hein, on le sait très bien, naturellement, on va pas mettre les béliers qui ont plus d'os sur les agnelles, on va mettre des béliers un petit peu plus fins de tête, plus fins d'os. Donc voilà, il y a un effet race forcément, et puis après, même au sein d'une race, il y a des phénotypes un petit peu différents suivant les béliers. Donc c'est sur ça qu'on va pouvoir jouer. Et puis après, on le sait très bien, hein, c'est tout ce qui est aussi préparation des brebis à la mise bas qui va jouer sur le fait d'avoir des agnelages faciles, avec des brebis qui se préparent, qui se préparent bien à l'agnelage, des cols qui se dilatent plus facilement. Donc c'est ça qui va surtout jouer. Au niveau de la valeur laitière, donc pour avoir des mères assez laitières et des agneaux assez vigoureux, là encore une fois, on a un effet de la conduite qui est très important. On va pas revenir là-dessus parce que c'est pas forcément le thème du webinaire, mais tout ce qui est préparation des brebis à la mise bas, bien sûr, c'est ça qui va jouer sur la valeur laitière, le poids des agneaux à la naissance et leur vigueur. Pour travailler là-dessus, en revanche, on peut faire un travail génétique sur la valeur laitière. Donc, comme on l'a vu juste avant, c'est un caractère qui est indexé, qui est héritable à hauteur de 20%. Donc, voilà, tout ce qui est valeur laitière, on a des index là-dessus. Et tout ce qui est vigueur des agneaux, il y a un effet aussi génétique, hein. Donc, il y a une part de génétique qui explique qu'il y a des agneaux qui vont être vigoureux dès la naissance, qui vont facilement, enfin rapidement se lever, rapidement aller téter, et d'autres qui vont être plus mous, on va dire. Mais on a peu de recul pour le moment. Donc, en fait, pour tout vous dire, on avait travaillé là-dessus en race mouton charolais sur les campagnes 2020 à 2022. Il y a d'autres races qui avaient un petit peu travaillé là-dessus. Et effectivement, ça avait mis en évidence qu'il y avait une part de génétique qui expliquait la vigueur des agneaux. Mais voilà, on a encore très peu de recul pour le moment. C'est pas un caractère qui est indexé, en tout cas. Pour la prolificité, donc là, comme on l'a vu, un gros effet de l'environnement avec la préparation des brebis à la mise en lutte. Et on peut aussi travailler sur la prolificité à travers nos choix génétiques, vu que c'est un caractère qui est indexé. Et ensuite, pour tout ce qui est limiter l'apport de concentré nécessaire pour finir les agneaux et donc augmenter sa rentabilité, là, il y a deux choses très importantes. Travailler sur la valeur laitière des mères. Ça, c'est quand même la base, comme on l'a dit, parce que tous les kilos qui sont pris sous les mères, c'est des kilos qu'il n'y aura pas à faire par la suite avec les concentrés. Et ensuite, on a aussi un autre caractère qui est indexé, c'est la croissance des agneaux entre 30 et 70 jours. Voilà. Je voulais juste faire un petit focus avant d'aller plus loin sur la mortalité. Donc la mortalité, c'est un caractère qui n'est pas sélectionnable en tant que tel, parce qu'il a une héritabilité qui est très faible. Il est héritable seulement à hauteur de 5%. Donc ça, c'est assez logique, hein. On a un effet de l'environnement qui est très très fort sur la mortalité. Ce serait trop beau si on pouvait avoir un caractère sélectionnable sur la mortalité avec un index mortalité et sélectionner des animaux qui ont en gros moins de risques de mourir que les autres, hein. Ce serait très bien, mais malheureusement c'est pas possible. Voilà, un caractère qui est pas sélectionnable parce que tout simplement quand ils sont trop peu héritables, les caractères, on se dit que ça vaut pas le coup de sélectionner là-dessus, quoi. Les effets d'environnement sont tellement forts que ça va mettre du biais partout. Mais je voulais quand même, sur ce caractère-là de mortalité, vous parler. Alors, j'avais suivi un webinaire fait par une véto sur les causes de mortalité des agneaux. Et en fait, quand on regarde dans le détail, la première cause de mortalité, en fait, c'est le démarrage de ATT. Et on a quand même plus de 12% des agneaux morts qui sont morts pour cause d'inanition. Donc ça, c'est sur le petit graphique là, c'est ce qui est entouré. Alors inanition, ça veut dire tout simplement mort de faim. Donc voilà, 12% des agneaux qui meurent de faim. Et après, si on va un petit peu plus loin, tous les symptômes un petit peu plus tardifs, les agneaux écrasés, les syndromes colibacillaires, tout ça, c'est souvent des symptômes tardifs de manque de tétée au démarrage. Donc en fait, même si on ne peut pas travailler génétiquement sur la mortalité en tant que telle, travailler sur la valeur laitière, c'est quand même le fondement pour limiter la mortalité des agneaux. Voilà. Alors,
Donc avant d'aller plus loin, je voulais du coup faire une petite partie pour vous présenter les schémas de sélection des races ovines bouchères. Comment est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on sélectionne, et après justement aller un petit peu plus loin sur comment est-ce que tout ça, ça peut nous aider quand on veut travailler sur, les agnelages et le démarrage des agneaux. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, au niveau des... Donc, je travaille pour l'OS Mouton Charolais, et un OS, c'est donc un organisme de sélection, donc c'est une association d'éleveurs où, alors certaines sont sous statut coopérative, mais c'est des organismes qui sont agréés par le ministère de l'Agriculture pour la gestion d'une ou plusieurs races. Donc, on a des OS qui gèrent, par exemple, Géode qui gère de nombreuses races, Ozon qui gère les Îles-de-France et Texel. Et après, on a des OS comme nous qui gérons une seule race. Donc, nos missions, elles sont communes, hein, que ce soit en plus, que ce soit OS en race ovine ou en bovin, c'est le même principe, hein. C'est déjà de tenir le livre généalogique et de qualifier les reproducteurs. Donc ça, concrètement, en fait, chaque année, on va inscrire les petits agneaux mâles et femelles qui naissent dans les élevages de la base de sélection et on va attester qu'ils sont bien inscriptibles, conformes aux standards, qu'ils n'ont pas de tare, et on va les inscrire justement dans ce livre généalogique. Donc tout ça, mine de rien, c'est ce qui permet de maintenir les races pures. Voilà, de mettre le cadre pour dire, ben, un charolais, il faut que ça ait telle caractéristique, un Suffolk, telle caractéristique, et de maintenir cette race pure. Ensuite, autre mission, bah, c'est de définir les objectifs de sélection. Donc les objectifs de sélection, c'est les orientations qu'on va vouloir donner à la race, en fait. C'est sur quoi on va vouloir travailler pour améliorer la race. Donc ça, on va y revenir juste après. Et justement, pour travailler là-dessus, on conduit ce qu'on appelle un programme de sélection. Donc le programme de sélection, c'est un ensemble d'outils qui vont être utilisés justement pour atteindre ces objectifs. Et dernière mission, donc c'est tout ce qui est promotion et commercialisation de la race en France et à l'étranger. Donc promotion avec tout ce qui est les salons, les foires, les petits concours et commercialisation, voilà, à la fois à des particuliers, des coopératives et puis après à l'export. Au niveau des objectifs de sélection dont on a parlé, donc là, je vais surtout parler des races bouchères, hein, parce que c'est ce que je connais, mais en tout cas, voilà, pour vous dire que même si cette présentation va prendre l'exemple du mouton charolais, c'est vraiment transposable aux autres races bouchères également. Donc, on a deux objectifs majeurs. Le premier, bien sûr, c'est d'améliorer les qualités bouchères, parce que on est quand même, c'est des races qui sont utilisées pour du croisement terminal, donc sur à peu près tout support de brebis. Donc, il faut bien sûr... Je suis désolée, je vais juste couper les micros. Hop. C'est plus facile à éplucher. Voilà. Voilà, donc améliorer les qualités bouchères, bien sûr, parce que c'est le but premier de nos races, hein, c'est de croiser sur n'importe quel support de brebis, que ce soit race laitière, race rustique, prolifique comme de la romane. Donc il faut bien sûr qu'on amène de la conformation, de la croissance, etc. Et puis après, autre objectif qui est pas des moindres non plus, c'est d'améliorer les qualités maternelles, donc prolificité et valeur laitière, parce que même si on est beaucoup utilisé en croisement, il faut quand même que ce soit des races qui puissent être utilisées facilement en race pure et que les éleveurs qui soient en pure puissent avoir un minimum de qualité maternelle également pour avoir des brebis qui soient productives. Donc là, je ne vais pas détailler, mais je vous ai juste remis le petit tableau avec les principales performances obtenues sur les différentes races bouchères. Donc voilà, juste pour dire que même si chaque race a des caractéristiques différentes et des qualités et des défauts, on travaille à peu près dans la même direction, en tout cas pour tout ce qui est race bouchère. Et on travaille justement avec des outils identiques. Donc ça, c'est les outils du contrôle du programme de sélection. Donc, on a tous une base qui est le contrôle de performance en ferme. On réalise 2 pesées pour estimer la valeur laitière et la croissance. Ensuite, on va un petit peu plus loin sur les qualités bouchères, donc à travers 2 outils, les stations de contrôle individuelles, on y reviendra tout à l'heure, et le testage boucher. Et je vous ai juste mis aussi un petit aparté pour les Îles-de-France qui font aussi du testage sur les qualités maternelles.
Donc, si on va détailler ces différentes étapes du programme de sélection, on a donc la première étape du contrôle de performance. Donc ça, c'est vraiment la base qui est réalisée par tous les éleveurs sélectionneurs. Donc, le premier point, c'est de déclarer rigoureusement les luttes et les agnelages, donc de faire des luttes en paternité. Donc, c'est-à-dire mettre un seul bélier par lot de brebis, et après, voilà, bien déclarer à quelle date on a retiré le premier, enfin, quand on fait des repasses en tout cas, bien déclarer à quelle date on a retiré le premier bélier, à quelle date on a mis le deuxième, pour savoir, suivant la date de naissance, si l'agneau il est issu du premier père ou du deuxième, quoi. Et si on ne fait pas de lutte en paternité, à ce moment-là, il faut faire des génotypages, des contrôles de filiation pour savoir exactement la généalogie de l'agneau. Donc déjà, rien qu'avec cette première étape, on a, comme on l'a dit, toute l'info sur la généalogie au niveau côté paternel et maternel de l'agneau. Et on a aussi, en déclarant les agnelages, les infos pour calculer l'index prolificité. Parce que ce qu'on demande à nos éleveurs, c'est de bien tout déclarer, y compris les morts-nés, parce que les morts-nés, ça compte aussi dans l'index prolif. Donc ça, c'est la première étape. Et après, la deuxième étape, c'est les pesées qui sont réalisées soit par l'éleveur lui-même, soit en général par le technicien du contrôle de performance. Donc une première pesée autour de 30 jours qui permet de calculer le PAT30, donc le poids à H-type. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de calculer l'index valeur laitière de la mère. Parce qu'effectivement, en race allaitante, c'est le même principe en bovin allaitant, pour avoir l'information de la quantité de lait produite par la mère, pour avoir l'information de sa production laitière, hop là, on n'a pas d'autre choix que de passer par le poids des agneaux ou des veaux dans le cas des bovins, c'est exactement le même principe, pour estimer si la mère est une bonne laitière ou pas. Alors bien sûr, c'est corrigé après en fonction de si l'agneau c'est un mâle, une femelle, s'il est élevé, simple, double ou triple. Mais en tout cas, c'est ce qui nous permet d'avoir l'information de calculer l'index valeur laitière. Donc, il y a certaines races qui s'arrêtent là, notamment tout ce qui est race rustique et prolifique, qui font que seulement la première pesée. Nous, en tant que race bouchère, on fait également une deuxième pesée, donc autour de 70 jours, pour pouvoir calculer l'index croissance 30-70. Tout simplement parce que, encore une fois, comme nous sommes des races qui sont utilisées pour le croisement, c'est une information qui est très importante à avoir pour les acheteurs qui font du croisement terminal, voilà, qui vont pas forcément regarder la prolificité et la valeur laitière du bélier, parce qu'ils vont pas garder de filles, mais la croissance 30-70, c'est des choses qui sont importantes à regarder. Donc, voilà pour ça. Donc, je voulais juste faire un petit focus sur les notes PAT30. On y reviendra tout à l'heure je vous montrerai un exemple de carton de bélier pour voir où ça se trouve. Mais les notes PAT30, donc c'est calculé avec la première pesée. Et c'est surtout ça qui va permettre de calculer l'index valeur laitière. Et il y a beaucoup de gens qui connaissent pas forcément ce que c'est et comment c'est calculé. Et pourtant, c'est une information très importante à avoir. En fait, au sein d'un élevage, on va classer les agneaux par différentes catégories en fonction de l'âge de la mère, de leur sexe, de leur mode de naissance et aussi de leur mode d'élevage. Et au sein de chaque catégorie d'agneaux, on va calculer la moyenne de PAT30, donc la moyenne de poids à 30 jours pour chaque catégorie. Et après, chaque agneau au sein de sa catégorie, suivant s'il est à la moyenne, en dessous de la moyenne ou au-dessus de la moyenne, on va lui attribuer une note qui va aller de -7 à +7. Donc ça, c'est vraiment les extrêmes. En général, on va grosso modo de -4 à +4. Donc, comme on l'a dit, en fonction de l'écart par rapport à la moyenne. Donc ça permet vraiment de comparer ce qui est comparable. Parce que, effectivement, quand vous prenez le poids à 30 jours, vous n'allez pas pouvoir comparer le poids d'un mâle simple avec un mâle triple en disant ah le mâle simple il est meilleur. Non, mais c'est juste qu'il était tout seul. Donc ça, l'outil de la note PAT30, ça permet vraiment de les comparer parce qu'on va vraiment attribuer la note en fonction enfin vraiment, oui, comparer ce qui est comparable en fonction de l'âge de la mère, du sexe, du mode de naissance et du mode d'élevage. Donc, on y reviendra tout à l'heure.
quand on a un bélier à choisir, si on veut travailler sur la valeur laitière, et donc voilà, choisir un bélier issu d'une lignée où la mère était assez bonne laitière, on va privilégier un agneau qui a une note positive. Parce que s'il a une note négative, ben, en général, voilà, c'est soit que la mère était moins bonne laitière, soit que l'agneau a eu un petit souci au démarrage, mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui explique qu'il a un petit peu moins bien démarré que les autres agneaux de sa catégorie. Alors, avant qu'on passe aux stations de contrôle individuelles, est-ce qu'il y a des questions? Attendez, je vais sortir. N'hésitez pas. Alors, ouais, Éric Braillon qui a levé la main. Oui, bonjour Claire. Bonjour. Juste la note, elle est intra-troupeau ou intra-race? Elle est intra-troupeau, cette note, ouais. Et Après, même sur les cartons qu'on voit dans les ventes de ouais, reproducteurs? ouais, ouais, Ok. ouais. Après, effectivement, elle va permettre, cette note, elle va servir de base pour calculer l'index valeur laitière, qui là, dans le cas en tout cas des élevages connectés, va être intra-race et corrigé en fonction de différentes choses. Mais la note PAT30 est vraiment intra-troupeau. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas comparer les notes PAT30 d'un élevage A avec un élevage B. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Il faut vraiment s'en servir en se disant, ben, ce bélier-là que je veux acheter dans cet élevage-là, s'il a une note positive, c'est qu'il a mieux démarré que les autres agneaux de l'élevage, de sa catégorie. Et inversement, s'il a une note négative, c'est qu'il a eu un truc qui a fait qu'il a un peu moins bien démarré. Donc c'est relatif à la qualité de l'élevage en question. Un +2 sur un très bon élevage sera meilleur qu'un +1 sur un moyen. Alors, ouais, oui, effectivement, c'est pas du tout comparable entre élevages. C'est vraiment pour. En fait, du coup, oui, ça permet pas de comparer les élevages en fonction de la qualité de la conduite ou des choses comme ça. Ça permet juste vraiment de dire, bah, cet agneau, par rapport à la moyenne des agneaux de l'élevage, il a plus ou moins bien démarré. En gros, faut le prendre comme ça. Ouais, alors juste pour finir, après je laisse, c'est juste que c'est intéressant, par exemple, pour choisir un bélier en fonction de la conduite. On peut choisir, oui, enfin, d'une manière générale, Mm. en fonction de la conduite qu'on fait. Choisir un bélier dans un élevage qui a la même conduite que vous, et à Oui, la limite ouais. comparer entre élevages qui Mm. ont les mêmes conduites. Oui, oui, bah ça, Ok. on y reviendra après. Mais c'est vrai que après, sur les informations de la conduite, effectivement, dès qu'on choisit des animaux, que ce soit des béliers ou des agnelles, plus on choisit dans des élevages qui ont des conduites proches de la nôtre, déjà mieux l'adaptation va bien, enfin, a des chances de bien se passer. Et puis, ça, effectivement, faut pas hésiter aussi à demander tout simplement aux éleveurs-vendeurs ben, la conduite qu'ils avaient sur leur bélier, sur leur brebis. Et voilà. Après, effectivement, pour tout ce qui est index, c'est les effets de la conduite, c'est des choses qu'on va essayer de gommer, justement pour avoir des index qui vont être comparables intra-race. Donc, on va essayer enfin, les index prennent en compte les effets de l'environnement pour essayer de les gommer. Parce que bien sûr, sinon, ça veut rien dire si on compare des index avec des élevages qui ont des conduites complètement différentes. Donc là, l'objectif, c'est d'essayer de gommer tout ça. Vous Mais expliquerez effectivement, la connexion tout à l'heure, peut-être? ouais, un petit peu, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais on va l'expliquer quand on reviendra sur le carton, ouais. Mm. Alors, Clémence. Du coup, je voulais demander, est-ce que c'était possible de comparer la note PAT30 avec la note PAT 70? Alors, ouais, effectivement, donc il y a aussi une autre note qui est calculée, la note 30-70, donc pareil, qui s'exprime de -7 à +7. Et effectivement, alors là, du coup, ça va plus être la croissance propre à l'agneau que vraiment la valeur laitière de la mère. Mais là aussi, ça peut être une bonne chose de regarder ça avant d'acheter, par exemple, avant d'acheter un bélier. Parce que des fois, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des agneaux qui ont des notes PAT30 qui sont pas top, qui ont un peu mal démarré, mais qui après se rattrapent par la suite. Ou inversement, des fois, des qui démarrent bien et qui après, en 30-70,
qui a eu soit un souci sanitaire, soit autre chose, mais un truc qui fait que la croissance ralentit un petit peu. Donc bien sûr, ça peut être aussi une autre information à regarder. Et puis, effectivement, ce qui va être le mieux, c'est d'avoir un animal qui a une croissance soutenue tout du long, donc avec une note PAT30 positive et une note 30-70 positive également. Mais des Oui, fois, ce qu'on observe, effectivement, c'est qu'on a des agneaux qui démarrent moins bien, qui se rattrapent après, ou inversement, quoi. oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est tout bon. Alors, on va continuer. Donc, sur la suite du programme de sélection, donc la deuxième étape, c'est les stations de contrôle individuelles. Donc, ces stations de contrôle, elles vont avoir deux objectifs. Déjà, c'est d'avoir des agneaux élevés dans les mêmes conditions pour s'affranchir de l'effet milieu. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait à l'instant. C'est vrai que quand on va regarder des agneaux d'un élevage A et des agneaux d'un élevage B, des fois, on ne peut pas savoir en se disant, je préfère, enfin, les agneaux sur le phénotype de l'élevage A, ils sont mieux. Oui, mais est-ce que c'est parce qu'ils ont un meilleur potentiel génétique ou est-ce que c'est parce que l'éleveur soigne plus et que les agneaux de l'autre élevage sont conduits peut-être un peu plus à la dure, quoi. Des fois, c'est un peu compliqué de les comparer entre élevages parce qu'on a ces différences de conduite, ces différences de ce qu'on dit d'effet milieu. Donc, l'objectif de la station, c'est de récupérer les agneaux de différents élevages assez jeunes au sevrage, hein, un maximum 90 jours, et de les placer dans le même environnement. Donc, ils sont dans le même bâtiment, ils reçoivent la même ration, ils reçoivent la même conduite sanitaire, pour que là, effectivement, les différences qu'on va voir, qu'on va mesurer et qu'on va voir visuellement, ça va vraiment, ça va vraiment être des différences de potentiel génétique, quoi. Ça va pas être dû à l'effet milieu, vu qu'ils sont tous sur le même pied d'égalité. Donc ça, c'est le premier objectif qui est permis par la station. Et le deuxième objectif, c'est d'aller un petit peu plus loin dans la mesure des aptitudes bouchères. Donc, parce que là, on l'a vu avec le contrôle de performance, on peut surtout, on a surtout des données sur les qualités maternelles, prolif, valeur laitière. On a aussi les données sur la croissance, avec la croissance avant sevrage, hein, entre 30 et 70 jours. Et par contre, voilà, on n'a pas trop d'informations sur la croissance après sevrage, sur le gras, sur la conformation, etc. Et ça, c'est vraiment les stations de contrôle individuelles qui nous permettent d'aller mesurer des choses assez finement et d'aller plus loin dans cette connaissance des aptitudes bouchères des béliers. Donc, l'objectif pour nous, ça va être de repérer les animaux qui sont capables de mettre du muscle sans mettre trop de gras, tout en ayant une croissance élevée. Donc voilà, on va faire tout un protocole en fait sur 6 ou 8 semaines, suivant les races, où ils vont rentrer en station. Ils auront 2 semaines de phase d'adaptation, parce qu'on les laisse entre guillemets tranquilles, parce qu'il faut quand même se dire que on les prend au sevrage, ils ont le stress du sevrage, du changement d'environnement, on les mélange avec des agneaux, ils sont mélangés avec des agneaux de plein d'élevages différents. Donc voilà, on les laisse déjà 15 jours s'adapter tranquillement à leur nouvel environnement. Et ensuite, on va commencer la phase de contrôle à proprement parler. Donc qui, elle, va durer, comme on l'a dit, 6 ou 8 semaines. Donc on va faire régulièrement des pesées, des échographies d'épaisseur de muscles et des échographies d'épaisseur de gras dorsal. Donc c'est ce que vous voyez sur la petite photo, là, même si on ne voit pas très bien. Mais voilà, pour mesurer vraiment finement donc l'épaisseur de noix de côtelette et l'épaisseur de gras, donc à l'échelle du millimètre. Et on va également faire en fin de contrôle un pointage morphologique sur il y a différents postes de pointage. Et toutes ces données-là, ça va nous permettre de calculer des index supplémentaires, donc conformation, PAT, donc c'est poids H type, croissance, gras, et un index de synthèse. Et donc, à l'issue de la station, on a 20% des agneaux qui sont éliminés. Alors, éliminés, ça ne veut pas dire qu'ils vont partir en boucherie, hein. Certains vont pouvoir quand même faire une carrière de reproducteur, mais tout simplement, ils n'auront pas la qualification RD, qui signifie recommandé, qui est la qualification en fait qui montre que l'agneau est passé en station et qu'il a réussi ce protocole, quoi. Donc, on a 80% des agneaux qui sont qualifiés recommandés. Et pour les moutons charolais et puis la plupart des races bouchères, c'est des agneaux qui vont être vendus aux enchères à la fin de la station.
Donc nous, c'est début août, donc c'est des ventes qui sont ouvertes à tout le monde, hein, c'est pas réservé uniquement aux sélectionneurs. Et voilà, donc des agneaux qui ont été testés, on va dire, sur leur potentiel au niveau des aptitudes bouchères, quoi. Et ce que j'ai pas dit au départ, c'est que l'objectif, quand on va tester et choisir ces agneaux, donc il y a des critères d'âge, comme on l'a dit, donc des agneaux assez jeunes, et on va quand même faire un tri au niveau, enfin, sur papier et aussi sur phénotype, hein. L'objectif, bien sûr, de ces agneaux qu'on va aller tester de manière un petit peu plus précise, c'est de sélectionner les meilleurs agneaux de la race, et après, ben, d'éliminer et puis de qualifier que les 80% meilleurs. Mais l'objectif, c'est déjà d'aller tester les agneaux qui nous semblent intéressants à la fois au niveau des papiers et au niveau du phénotype. Je fais la diapo sur le testage boucher et puis après on reprendra des questions s'il y en a. Donc, dernière étape du programme de sélection des races bouchères, c'est le testage boucher qui est du testage sur descendance. Alors, testage sur descendance, c'est tout simplement qu'on va faire produire aux béliers, on va leur faire produire des agneaux et à partir des performances des agneaux, c'est ça qui va nous permettre de dire, ben voilà, tel ou tel bélier va être qualifié parce qu'il produit des meilleurs agneaux que les autres. Ça, c'est le principe du testage sur descendance. Autant la station de contrôle individuel, on regardait les performances propres à l'individu, autant sur le testage boucher, on va regarder les performances de ces agneaux. Donc, au niveau donc tout commence encore une fois avec la station. Donc, avant la vente aux enchères, on va déjà garder les meilleurs agneaux de station pour les envoyer en centre d'IA. Donc, c'est les agneaux justement qui vont faire l'étape du testage boucher. On va aller encore un petit peu plus loin. Donc, ces agneaux, ils vont produire des doses de semences. Ils vont produire au moins 60 agneaux sur des élevages qu'on appelle supports de testage. Donc, c'est des élevages, alors pas forcément, en tout cas pour le mouton charolais, c'est pas forcément des élevages avec des brebis charolaises, hein. Ça peut être des brebis croisées, des brebis rustiques, enfin voilà, différents types de brebis. Donc, il faut que chaque bélier produise un certain nombre d'agneaux donc dans différents élevages, supports de testage. Ces agneaux, ensuite, ils sont récupérés par le centre d'IA au sevrage, maximum 70 jours, et ils vont être placés en centre d'engraissement. Donc là, encore une fois, pour être engraissés dans les mêmes conditions, pour essayer de gommer un maximum les effets du milieu et de voir vraiment les différences de potentiel génétique qui s'expriment. Ils vont être ensuite abattus à poids constant et il y a tout un tas de mesures qui vont être réalisées sur les carcasses. Et à l'issue de toutes ces données-là, une fois qu'on aura récupéré ces données sur la production des béliers, on va pouvoir qualifier les meilleurs béliers en beau. Donc, en beau, ça signifie améliorateur boucherie. Donc, c'est tout simplement les béliers qui ont produit les meilleures carcasses, enfin les agneaux avec les meilleures carcasses. Donc, juste avant de prendre les questions, juste un petit mémo sur les différentes qualifications. Alors, même si on va passer assez rapidement. Donc, sur les femelles, il y a 3 qualifications principales qui vont dépendre des index valeur laitière et prolificité. Donc, les meilleures femelles d'un troupeau, c'est les mères à bélier qui vont avoir les index les plus élevés. Et sur les mâles, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a différentes qualifications, on ne va pas aller dans le détail. Mais on a des béliers qualifiés en ferme qui vont être des béliers reconnus, donc RM, RC ou RT. Les béliers qualifiés en station, comme on l'a vu, c'est des recommandés. Donc, dès que vous avez du RD, RDM, RDT, RDC, et des races qui ont du RD étoile aussi. Ça, c'est des béliers qui sont passés en station qui ont réussi ce protocole-là. Et les béliers, comme on l'a vu en beau, c'est les béliers qui ont réussi en plus l'étape du testage boucher. Donc les béliers en beau, c'est vraiment les meilleurs béliers de la race, c'est les béliers qui ont réussi toutes les étapes, quoi, si on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui, Julia. Oui, je voulais connaître les entrées de critères pour l'entrée en station. Oui, alors ça, ça va dépendre des races, hein. Donc moi, je vais vraiment parler que pour les moutons charolais. Chaque race fait un peu à ses seuils, des seuils un petit peu différents. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie aux éleveurs des listes de candidats, donc sur papier, où en fait, on va filtrer. Donc il faut des béliers, il faut que le père soit au moins RM. Donc voilà, on n'accepte pas les fils de béliers RC.
parce que les béliers RC, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais c'est des béliers dont la mère est R, donc au niveau qualité maternelle, il y a un petit peu moins de garantie. Donc voilà, fils au moins de RM. Si c'est de RD ou fils d'IA, c'est encore mieux. Et après, on met des critères sur les index de la mère. Donc on demande un seuil d'au moins 96 sur la prolif de la mère, et, enfin sur l'index prolif et l'index valeur laitière de la brebis. Donc sachant que nous, en race mouton charolais, le seuil pour passer mère à agnelle, c'est de 93 sur les deux index. Et on met un seuil du coup un petit peu supérieur pour la station, tout simplement pour se dire que même si la brebis, pendant la période de la station, elle rebaisse un peu, s'il y a une indexation et qu'elle baisse nouveau un petit peu, il y a peu de risques qu'elle repasse R. Parce que voilà, elle est à 96, faudrait qu'elle perde 4 points, enfin au moins 4 points pour repasser R. Donc on limite un peu les risques d'avoir des fils de R en sortie de station. Voilà, donc seuil sur les index de la mère et sur la qualif du père, grosso modo. Et ça représente, par exemple, je me doute que ça dépend des élevages, mais ça peut représenter combien d'agneaux sur un élevage qui sont susceptibles d'entrer en station? Alors, ça dépend vraiment des... Ouais, c'est très, très différent suivant les élevages, hein. Il y a des élevages où ça va se compter sur les doigts d'une main, les candidats de station. Donc, typiquement, les élevages qui ont beaucoup de béliers RC dans leur ARA ou qui n'ont pas beaucoup de brebis qualifiées. Et il y a des élevages qui vont avoir des listes de 50 candidats, voire plus, quoi. Donc, ça va être très, très dépendant de... Ouais, très hétérogène suivant les élevages. Merci. De rien. Eric? Oui, une question, une remarque. Vous mettez le même niveau d'indice pour l'entrée MA-MB sur les deux indices? Ouais, sur la valeur laitière et sur la prolif, ouais. C'est le même, Mm. d'accord. Mm. Et Ouais. ça, c'est général à toutes les, vous savez, de ce que vous Non, savez? non, ça je pourrais pas vous dire parce que c'est vrai que suivant les races, on n'a déjà pas forcément les mêmes seuils d'index pour qualifier les brebis. Donc moi je vous dis c'est 93 pour passer mère à agnelle, mais ça peut être différent pour les autres Non, races. non, mais bien sûr, mais le fait Et d'aligner le niveau oui, entre les non, deux indices. ça peut être différent. Ça c'est chaque race qui décide, ouais. Et juste une Et remarque, moi, pour mm, info, en fait, peut-être que vous alliez le dire, hein, peut-être que je l'ai. Il y pas a de un souci. niveau attendu par l'Institut de l'élevage pour entre les races pouchères et les races rustiques sur le pourcentage de MB et de MA dans la race. Hein, c'est ça. Oui, oui. Ouais, en fait, Vous pouvez les l'objectif, rappeler, les niveaux? Ouais, parce que je ne sais pas en tête. alors, il faut qu'on ait moins de 30% de MB dans la race. Alors, en termes de MA, ça, je ne saurais pas vous dire, il faut qu'on ait moins de 30% de MB, tout simplement parce que si jamais, je dis n'importe quoi, hein, mais on baisse les seuils pour se dire, ah ben, tout d'un coup, on a plein de mères à bélier dans la race, c'est super, on a plein de mères à bélier, on travaille très bien. Et en fait, le seuil est trop bas. L'institut va nous dire oui, mais en fait, c'est pas du boulot, ça. Du coup, vous avez mis des seuils trop bas et du coup, toutes vos brebis sont qualifiées. Mais l'objectif, c'est de pouvoir les distinguer, justement. Donc, d'où l'intérêt de pas mettre des seuils trop bas, quoi. Et il faut pas qu'on ait, du coup, je dis n'importe quoi, mais les 2 tiers de brebis MB dans la race, sinon ça veut plus rien dire. On n'arrive plus à distinguer les brebis entre elles, quoi. Donc, effectivement, il y a des seuils par rapport à ça. Mais après, je ne saurais pas vous dire s'il y a des races qui mettent un seuil sur la prolif et un autre seuil peut-être plus haut sur la valeur laitière. Je ne sais pas, ouais. Julia, il y a une autre question. Oui, non, j'ai oublié de baisser la main, pardon. Ah, pas de souci. Alors, si c'est tout bon, on va continuer justement avec les informations du carton. Donc voilà, je n'ai pas forcément passé beaucoup de temps là-dessus. N'hésitez pas s'il y a des questions. Mais juste pour vous rappeler que voilà, sur les cartons, donc vous avez ce qui est entouré en bleu ciel, là, toutes les données sur la naissance du bélier. Donc c'est là où vous aurez l'information du mode de naissance et du mode d'élevage.
Ensuite, entouré en violet, c'est tout ce qui est PAT et GMQ, donc tout ce qui est les données, tout ce qui sont, voilà, les données issues du contrôle de performance. Donc là, comme je vous le disais, comparer les PAT30 entre eux, ça ne veut pas forcément dire grand-chose parce que suivant les élevages et puis suivant si l'âge de la mère, le mode de naissance, etc. Hop, alors, je suis désolée pour ceux qui suivent en replay. Du coup, l'enregistrement a coupé, donc on a fini la réunion et puis la fin de la réunion a coupé à ce moment-là. Donc voilà, je vais me réenregistrer pour la suite pour que vous puissiez quand même avoir le déroulé complet en replay. Et puis bon, je suis désolée, vous n'aurez pas forcément les échanges qu'il y a eu, mais voilà, on va essayer de faire au mieux. Donc oui, enfin, l'enregistrement s'est arrêté quand je parlais du coup des PAT et notamment des notes PAT30, comme on l'a vu. Ensuite, ce qu'on peut dire sur le carton, c'est qu'en dessous, vous avez du coup entourés en vert foncé, là, les qualités, les index qualité maternelle, donc qui sont calculés à partir des données de contrôle de performance. Donc, on a la prolif, la valeur laitière et la croissance 30-70. Et à droite de ces index-là, vous avez les index qualité bouchère, donc entourés en bleu foncé. Donc, c'est les index qui sont calculés lors du passage en station. Donc là, donc dès que vous avez en fait ce tableau, c'est que c'est un animal qui est passé en station. Et là, de toute façon, vous le voyez avec sa qualification. Il est qualifié RDM. Donc, comme on l'a vu, c'est la qualification qui signifie qu'il est bien passé en station et que voilà, il a réussi le protocole. Donc, si c'est un animal qui n'est pas passé en station, ce sera vide à cet emplacement-là. Donc, petit aparté sur ces index-là, on a vu que les index étaient exprimés en base 100 et que 100, c'est la moyenne du coup de la race. Là, pour la station, 100, c'est la moyenne de la bande, donc de la bande d'agneaux testés en même temps. Donc, ça peut être de 50 à 100 agneaux, voire plus, suivant les races et suivant la taille de chaque bande. Mais voilà, il est du coup au-dessus, à 117, donc bien au-dessus de la moyenne de sa bande de station. Donc, il a très bien réussi ce protocole. Et puis sur la droite, donc vous avez les index et qualifications des ascendants. Donc vous avez toutes les informations sur le père, les grands-parents paternels, la mère et les grands-parents maternels. Alors ce qui peut être intéressant aussi de regarder sur cette partie-là, en plus des index des parents, c'est au niveau de la mère, le nombre de mises-bas et le nombre d'agneaux. Donc ça vous donne quand même des informations très intéressantes sur la carrière, on va dire, de la mère, du bélier. Donc, bon, bien sûr, si c'est un fils d'Aniel ou de brebis assez jeune, bon, vous n'aurez pas beaucoup d'infos. Mais si jamais c'est un fils d'une brebis plus âgée et que vous voyez, par exemple, je dis n'importe quoi, mais 5 mises bas, 10 ou 11 agneaux, bon, vous savez que c'est une brebis qui a quand même fait déjà une carrière plus ou moins longue et qui a été productive. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ces données-là. Au niveau des index, chose qu'on peut dire aussi, vous voyez, il y a un A à côté de la prolif et de la valeur laitière. Si on revient sur les index qualité maternelle, là à gauche du carton. Donc A, ça veut tout simplement dire que l'index, il est calculé sur ascendance. Donc en fait, là, enfin ce carton, au moment où il a été édité, le bélier était encore jeune. Bon, on voit que c'est un billet de 2019, mais au moment où le carton a été édité, le bélier était jeune, donc il n'avait pas encore de filles en production. Donc, pour savoir son potentiel génétique sur la prolif et la valeur laitière, la seule info qu'on avait, c'était l'index de son père, l'index de sa mère. Donc, l'index du bélier, quand il est sur ascendance, en fait, c'est la moyenne de l'index de ses deux parents, tout simplement. Donc là, c'est pour ça que vous avez le petit A à côté. Et après, au fur et à mesure que le bélier va vieillir, il va avoir des filles en production, la production des filles du bélier vont aussi rentrer en compte dans l'index et du coup, il sera calculé à la fois sur ascendance et sur descendance. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que certains d'entre vous se sont peut-être déjà posé la question. Là, pour les index du père, on voit que c'est rempli. On a donc 110 en prolif, 106 en valeur laitière. Des fois, vous pouvez être face à des cartons où il n'y a pas d'informations sur les index du père, prolif et valeur laitière. Alors, c'est pas que le père n'est pas indexé, c'est pas qu'il y a un souci avec le père, c'est tout simplement que le père est lui-même encore sur ascendance. Parce que voilà, c'est peut-être un bélier dans sa première année de production. Donc c'est tout premier agneau qu'il a produit, mais il n'a pas encore de filles en production non plus.
Donc, quand c'est vide au niveau des index qualité maternelle du père, du coup, ben voilà, c'est que le père est encore uniquement sur ascendance. Et on part du principe que du coup, l'information est trop peu fiable pour être diffusée sur les cartons. Voilà. Et puis sinon, ce qu'on peut dire encore, c'est qu'au niveau à côté de chaque index, vous avez le CD, donc le coefficient de détermination. Donc ça traduit la fiabilité de l'index. Parce que les index, on l'a vu, c'est un outil statistique. Ça peut être plus ou moins fiable. Quand c'est uniquement sur ascendance, que l'animal est jeune, on n'a pas encore beaucoup de données sur vraiment ce que vaut l'animal. Les index ont une fiabilité plus faible. Donc on voit là par exemple pour ce bélier, un CD de 22 et de 23 sur la prolif et la valeur laitière. Donc le CD qui s'exprime de 0 à 100, plus c'est proche de 100, mieux c'est. Enfin, plus l'index est fiable. Alors après, par contre, pour avoir des index, des CD, pardon, de niveau très élevé, donc 80 ou voire 90 par exemple, ça, on a vraiment le cas qu'avec des béliers d'insémination. Donc c'est des béliers qui vont avoir plein de filles en production dans plein d'élevages différents. Donc on sait de manière assez précise en fait ce qu'ils produisent et du coup le potentiel génétique. Donc c'est pour ça qu'on arrive à des niveaux de CD aussi élevés. Sur des béliers de monde naturel, vous n'arriverez jamais à des CD aussi élevés, quoi. Voilà, et puis juste petit aparté là, pour finir ce carton sur la connexion, vous voyez qu'en dessous de l'index du tableau des index qualité maternelle, vous avez la mention troupeau naisseur connecté écrite en vert. Donc là, en fait, la connexion, pour faire simple, ça traduit les liens génétiques du troupeau avec les autres troupeaux de la base de sélection. Donc, les élevages qui sont connectés, typiquement, ça va être surtout des élevages qui font de l'insémination, des élevages qui diffusent beaucoup de reproducteurs dans les autres élevages de la base de sélection, des élevages qui achètent leur propre bélier dans plein d'élevages différents et pas toujours chez le ou les mêmes éleveurs. Voilà, donc des troupeaux où vraiment il y a des liens génétiques assez multiples entre leurs brebis et les autres brebis de la base de sélection. Ce qui permet de dire que le troupeau est connecté et donc les index, on dit à ce moment-là qu'ils sont comparables au sein de la race. Donc le 106 de cet élevage va être comparable à aux index d'un autre bélier d'un autre élevage qui est connecté. Alors que quand c'est pas le cas, quand l'élevage n'est pas connecté, donc là, bon, ça peut être des élevages qui font pas d'IA, qui diffusent pas beaucoup de reproducteurs, qui achètent leur bélier toujours un petit peu dans les mêmes élevages, enfin des élevages qui vivent un peu plus du coup en vase clos, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc pas trop de lien génétique avec les autres troupeaux. Là, on va dire que les index sont comparables uniquement intra-troupeau. Donc l'élevage ne va pas être connecté. Bon, en soi, ça n'enlève rien à l'intérêt, enfin, ça n'enlève pas grand-chose à l'intérêt de l'index. Si vous hésitez entre plusieurs, par exemple, béliers d'un même élevage, vous saurez que le 105 de l'élevage sera toujours plus intéressant que le 95 du même élevage. Mais c'est juste qu'on ne va pas pouvoir forcément les comparer entre différents élevages. Là, ça va mettre un peu de biais, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Donc voilà pour le carton. Donc on va passer à l'avant-dernière partie, donc justement revenir un peu à la thématique du webinaire, c'est-à-dire de savoir si le fait de miser sur la génétique, ça va être un investissement qui concrètement va pouvoir nous permettre de nous améliorer au niveau de nos résultats techniques et du coup au niveau de la rentabilité de l'atelier. Donc là, on va commencer tout d'abord sur l'exemple de la prolificité pour voir l'intérêt économique qu'il y a à sélectionner sur les qualités maternelles. Donc là, c'est un petit travail qui a été fait par l'Institut d'élevage qui a comparé du coup deux troupeaux, qui a fait deux simulations du coup. Un troupeau avec une prolif de 1,6 et un troupeau avec une prolif de 1,75. Et du coup, ils ont comparé du coup, les produits sur les ventes d'agneaux et le solde sur coût alimentaire. Donc, bien évidemment, là, j'enfonce des portes ouvertes, mais on s'en doute, plus de prolif, c'est plus de marge brute. Et donc là, dans ce cas-là, plus 15% de prolif, c'est plus 2400 € de produits en plus sur les ventes d'agneaux, coût d'aliments déduit. Donc, on voit tout l'intérêt de travailler sur la prolif. Et du coup, on s'est demandé, est-ce que pour travailler sur la prolif, le fait de regarder les index, vraiment concrètement, après, ça reflète ce qui se passe sur le terrain?
Donc, ce qu'on a fait là, c'est on a pris les données d'un éleveur de charolais en contrôle de perf. Donc, c'est un éleveur qui est sélectionneur seulement depuis cette année, mais qui faisait du contrôle de perf depuis plusieurs années précédemment. Et un éleveur enfin, qui a une troupe quand même assez conséquente. Donc, ça nous permettait d'avoir des chiffres voilà, assez pertinents pour avoir des effectifs assez importants. Donc, on a comparé deux catégories de brebis. Donc, les brebis de cet élevage qui ont des index prolif supérieurs à 100, donc qui sont au nombre de 232, et les index prolif, enfin les brebis aux index prolif inférieurs à 100, qui sont au nombre de 186. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a vraiment effectivement un écart qui est très important. Les brebis qui ont les meilleurs index prolif de cet élevage, elles avaient une prolif moyenne de presque 2, 1,98. Et les brebis qui avaient les moins bons index prolif avaient une prolificité de 1,35. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un gros écart sur la prolif et ça se ressent aussi après sur la productivité. Donc, la productivité, on le rappelle, c'est la prolif où on retire la mortalité, on ne compte pas les agneaux morts dedans. Et même avec une prolif un peu supérieure et donc potentiellement un peu plus de mortalité, on a quand même 0,5 de productivité d'écart entre les brebis avec les moins bons index et ceux avec les meilleurs. Donc on a vraiment un impact direct de l'index qui se voit sur le terrain concrètement. Même chose après sur la valeur laitière. Donc là encore, petit travail de l'Institut qui a fait la simulation de comparer deux lots. Un premier lot d'agneaux qui faisait 15 kg à 30 jours et un deuxième lot qui faisait 12 kg à 30 jours. Donc, ils ont du coup comparé le nombre de jours d'engraissement nécessaires pour ces deux lots et du coup le coût d'engraissement qui en résulte. Et donc, ce qu'il en ressort, c'est que cette différence de 3 kg à 30 jours, ça peut paraître pas grand-chose comme ça, mais en fait, c'est 1 400 € de charge en moins sur un troupeau de 200 brebis. Parce que comme on le dit depuis le début, améliorer la valeur laitière, c'est vraiment la base. Parce que plus il y a de kilos gagnés sous la mer, moins il y a de concentré nécessaire en finition, et plus l'âge à l'abattage aussi est réduit, quoi. Donc là, pareil, même exercice. Pour toujours sur ce même élevage de charolais en contrôle de perf, on a comparé les brebis qui ont des index valeur laitière supérieurs à 100 avec les brebis qui ont des index valeur laitière inférieurs à 100. Et on a comparé pour ces brebis-là toutes celles en fait qui avaient des mâles, des agneaux mâles nés double élevés double. On a comparé le poids de ces agneaux et l'âge moyen à l'abattage. Donc pour les brebis avec les meilleurs index valeur laitière, on avait des agneaux avec en moyenne un PAT30 égal à 12,2. Et pour les brebis avec des index inférieurs à 100, des agneaux avec en moyenne APAT30 égal à 10,8. Donc on avait un petit peu moins de 2 kg d'écart. Là encore, ça peut paraître pas grand-chose. Mais en fait, quand on le traduit en âge moyen à l'abattage, on a quand même un gain de 12 jours d'engraissement. Donc c'est énorme. Et puis justement, ça explique aussi pourquoi on avait choisi cet élevage. C'est comme il n'était pas encore en sélection jusque-là, en fait, tous les agneaux qui sortaient pour une cause, qui étaient sortis du cheptel pour une cause autre que la mortalité, étaient sortis à l'abattoir. Donc c'est vrai que ça ne venait pas fausser les données comme les élevages qui vont vendre des repros et on n'a pas forcément l'info. Là, on avait vraiment, avec cet élevage, on a pu aller jusqu'au fait de regarder l'âge moyen à l'abattage. Et du coup, voilà, 12 jours, c'est très important. Et si on considère, par exemple, grosso modo, qu'il y a 1,5 kg de granulés par animal par jour à 400 € tonne le granulé, admettons, ça nous fait, enfin 12 jours, ça se traduit quand même par une économie de plus de 7 € par animal. Donc ça fait 1400 et quelques euros sur un lot de 200 agneaux. Donc voilà, c'est pas négligeable. Et là encore, le fait de regarder l'index, concrètement, après, on voit une différence sur le terrain. Ensuite, donc je vais vous présenter une autre étude qui a été faite cette fois en race mouton vendéen, mais encore une fois qui est transposable aux autres races lourdes qui mènent à peu près le même programme de sélection. Et juste avant de commencer, je voulais quand même faire un petit focus sur le fait que pour toutes les espèces, que ce soit en ovin, en bovin, c'est pareil, on a un retour sur investissement qui est plus rapide par la voie mâle.
tout simplement parce qu'un bélier il va produire de nombreux agneaux dans sa carrière, alors qu'une brebis, ben, voilà, elle va avoir beaucoup moins d'agneaux au cours de sa carrière. Donc, tout ça pour dire que quand on veut travailler sur la génétique de son troupeau, la première chose à regarder, la chose la plus importante, c'est le choix de ses béliers. Parce que c'est ça qui va avoir l'impact le plus important et le plus rapide, quoi. Et le point positif avec ça, c'est que quand on démarre une troupe de brebis, parce que des fois, on prend aussi ce qu'on trouve et ce qui est libre sur le marché en termes de brebis ou d'agneaux dispo, même si on démarre avec une troupe qui n'a pas forcément un niveau génétique top, en faisant gaffe à son choix de bélier, on peut quand même rapidement améliorer génétiquement son troupeau, quoi. Et donc sur ce, je vais justement vous présenter le travail, comme on disait, mené en mouton vendéen, qui a essayé de chiffrer le fait d'acheter un bélier avec un bon niveau génétique. Concrètement, qu'est-ce que ça nous apporte techniquement et économiquement? Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sélectionné les meilleurs béliers de station, donc appelés SCI+, donc 10 béliers, avec une moyenne d'index synthèse station égale à 113, et ils ont sélectionné aussi les moins bons, appelés béliers témoins. Donc les 9 moins bons béliers de station, avec une moyenne d'index de synthèse à 87. Donc on voit des béliers qui vraiment s'en sont pas bien sortis du tout à l'issue du protocole, quoi. Donc ils ont fait rentrer ces deux groupes de béliers en centre d'IA, et ils ont réalisé 50 IA par bélier dans 12 élevages différents. Donc là encore, pour avoir quelque chose d'assez représentatif et avoir un effectif suffisant. Donc ces agneaux, ils ont été pesés à 30 et à 70 jours. Et après, comme pour le testage bouché, ils ont été récupérés par le centre d'IA, placés en centre d'engraissement, engraissés dans les mêmes conditions et abattus à poids constant. Donc là, ils ont pu comparer les performances techniques et économiques des agneaux issus des deux groupes de béliers. Donc, on va pas détailler toutes les lignes du tableau, mais grosso modo, ce qu'il en est ressorti, c'est que les agneaux issus des meilleurs béliers de station étaient moins gras et avaient des croissances supérieures. Donc, plus 600 grammes à 30 jours, plus 1,3 kg à 70 jours. Et par exemple, en GMQ sur la phase d'engraissement, un écart de 30 grammes par jour. Donc là encore, peut-être qu'on se dit, c'est pas grand-chose, mais en fait, si on retranscrit ça en âge à l'abattage, comme ils ont été abattus à poids constant, on a quand même 8 jours d'écart. Donc ces 8 jours, du coup, ils ont essayé de calculer, ils ont fait une simulation économique pour voir le gain lié à ces 8 jours de moins. Donc, ils ont fait des calculs de solde sur coût alimentaire, alors, avec différents systèmes, différentes simulations, un système avec la paille produite, un système avec la paille achetée. Bon, quoi qu'il en soit, on est à un écart d'à peu près 3 € par agneau de solde sur coût alimentaire supplémentaire avec les agneaux issus des meilleurs béliers de station. Donc, pour 300 agneaux, c'est un gain quand même d'à peu près 1 000 €, quoi. Donc, pas du tout négligeable. Après, ils sont allés un petit peu plus loin en disant cette fois, on va pas comparer les moins bons béliers de station avec les meilleurs de station. On va comparer avec encore les 5 meilleurs du testage bouché, donc les 5 qui sont qualifiés en bout. Donc parmi les meilleurs de station, ceux qui ont encore réussi l'étape supérieure. Et donc là, sans surprise, l'écart il se creuse encore plus. On a presque 2 kg d'écart à 70 jours, 40 grammes jour d'écart de GMQ sur la phase d'engraissement. Donc là, c'est plus 8 jours qu'on gagne, mais c'est presque 12 jours d'engraissement par rapport aux agneaux issus des béliers témoins. Donc, la conclusion de toute cette étude, c'est qu'effectivement, les béliers au niveau génétique supérieur, ils produisent des agneaux qui, sur le terrain, ça se voit qu'ils sont plus performants techniquement et économiquement, et donc ils permettent un vrai retour sur investissement. Et ce qu'on peut se dire aussi, c'est que là, on a comparé les meilleurs béliers de station avec les moins bons de station. Mais on l'a vu, les moins bons de station, c'est quand même des agneaux qui ont été triés sur papier, sur phénotype à l'entrée, qui ont été jugés comme intéressants. Donc, si on avait comparé les meilleurs de station avec des béliers tout venant de je ne sais quel type d'élevage, mais avec aucune garantie derrière, on pourrait s'attendre à avoir du coup des résultats un écart encore plus grand. Voilà, donc après avoir présenté toutes ces données et avoir j'espère vous avoir convaincu que la génétique, voilà, c'est pas seulement quelque chose de flou, mais c'est vraiment, il y a vraiment des résultats concrets qui sont visibles sur le terrain quand on travaille là-dessus.
On va aborder du coup la dernière partie, donc c'est de savoir comment s'y prendre. Je veux travailler la génétique de mon troupeau, comment je m'y prends? Donc, première étape, l'étape de base, c'est de bien faire ses choix de renouvellement et de réforme. Donc, ce qui est important à retenir là-dessus, c'est que même si vous n'êtes pas sélectionneur, que vous n'avez jamais trop fait attention à la génétique, mine de rien, à votre échelle, enfin, tous les éleveurs font de la sélection en fait à leur échelle avec leur choix de renouvellement et de réforme. Donc, pour les réformes, bien sûr, il faut être strict sur certains critères, donc en lien avec vos objectifs personnels, mais je pense que la base, c'est tout ce qui est problème de mamelles, manque de lait, etc. Tout ce qui n'est pas capable d'élever ses agneaux. Donc voilà, être strict pour réformer ces brebis-là. Parce que si vous les gardez, on finit forcément emmerdé à un moment ou un autre avec des agneaux qui poussent pas, des biberons à faire. Donc voilà, c'est pas le but. Et pour tout ce qui est choix du renouvellement, donc ce qu'il faut, c'est avoir un taux de renouvellement minimum chaque année, donc à peu près 20% du troupeau, pour pas se retrouver avec une pyramide des âges complètement déséquilibrée. Et c'est de faire attention quand on choisit ces annuels de renouvellement au phénotype et à la génétique. Donc, par exemple, là, ça peut être un peu bébête comme exemple, mais souvent, il y a beaucoup d'éleveurs, quand ils choisissent leurs agnelles de renouvellement, au sevrage, ils choisissent déjà les agnelles qui sont les plus jolies, qui sont les plus grosses. Donc, c'est très bien parce que on se dit, bon, si c'est les plus jolies au sevrage, c'est que c'est des agnelles qui n'ont pas manqué de lait, qui ont bien poussé, etc. Mais par contre, faut quand même regarder quand même la génétique derrière et regarder un minimum de choses, parce que si on veut garder un minimum de prolif, en faisant ça, on a vite fait de choisir par exemple que les grosses simples, quoi, qui vont être forcément plus jolies. Donc regarder un peu les modes de naissance, si on veut garder un minimum de prolificité, par exemple. Et après, pour le lait, si vous faites par exemple du contrôle de performance, c'est sûr que regarder les PAT30 et les notes PAT30, ça peut être un plus en choisissant que des agnelles par exemple qui ont eu des notes PAT30 positives. Et après, vous pouvez choisir aussi, enfin chacun a ses critères aussi en lien avec ses objectifs. Et je voulais juste faire un petit aparté sur un éleveur charolais, un sélectionneur charolais où lui, son objectif, c'est vraiment que d'avoir des animaux assez rustiques et que ça se débrouille tout seul et qu'il n'ait pas besoin de les aider et d'être derrière, quoi. Et en fait, ce qu'il fait depuis de nombreuses années, c'est toutes les agnelles qu'il a besoin d'aider à téter, ne serait-ce qu'une seule fois, il met une petite croix sur son carnet d'agnelage et c'est une agnelle qu'il ne va pas garder. Et donc voilà, petit à petit, là, depuis des années, du coup, il a sélectionné là-dessus. Donc à la fois du coup sur la mère, enfin le fait que la mère ait du lait, et du coup aussi sur un peu la vigueur, indirectement la vigueur des agnelles, parce que tout ce qui n'a pas besoin, qui n'arrive pas à se démerder tout seul pour téter, il ne le garde pas. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est un élevage qui au niveau rusticité, etc., tourne plutôt pas mal, quoi. Ensuite, pour finir sur le renouvellement, alors au niveau de l'achat de son renouvellement à l'extérieur, là, il y a différentes écoles. Donc, il y a des points positifs et négatifs. En point négatif, bien sûr, c'est le risque sanitaire. Parce que le fait d'introduire, enfin de mélanger différents troupeaux, c'est sûr que ça peut toujours faire bouillon de culture, il faut faire attention. Et bien sûr, au niveau économique, c'est le besoin en trésorerie au moment d'acheter les agnelles. Par contre, en point positif, euh, c'est que donc voilà, ça permet de bénéficier du travail génétique d'un sélectionneur et dans certains systèmes, ça peut être notamment intéressant pour faciliter la gestion des lots de repros. Donc par exemple, des élevages qui sont en race rustique ou en race prolifique comme la romane, qui n'ont pas envie de s'embêter à avoir des béliers de race pure pour produire leur propre renouvellement et des béliers de race bouchère pour produire des agneaux un petit peu mieux conformés pour la boucherie. Ils se disent, effectivement, j'ai que des béliers de race lourde pour faire du croisement terminal et par contre, j'achète mes agnelles à l'extérieur. Ça peut être intéressant, ça peut être une solution pour faciliter un peu la gestion des luttes. Par contre, il y a plusieurs prérequis avec ça. C'est idéalement d'acheter toujours dans le même ou les mêmes élevages. Donc, là encore, pour éviter un peu d'avoir des animaux qui viennent de plein d'élevages différents, se renseigner sur la conduite et veiller à la transition une fois que les animaux arrivent chez vous. Et bien sûr, plus la conduite est proche de la vôtre, plus l'adaptation sera facile.
Donc, si vous trouvez un élevage, par exemple, à qui vous pouvez prendre chaque année des agnelles et qui a une conduite qui vous convient bien, faut le garder, quoi. Donc, voilà, bien faire attention à ça et bien faire aussi attention à la période la plus adaptée en fonction des ventes dans la race. Plus vous vous y prenez tôt dans la saison, plus vous avez les têtes de l'eau. Donc, par exemple, pour le mouton charolais, qui a des naissances majoritairement janvier, février, mars, si vous vous y prenez début de l'été, vous avez plus de chances d'avoir les meilleures agnelles, alors que si vous voulez acheter des agnelles vraiment à toute fin d'année, bon, bah, des fois, c'est un peu ce qui reste aussi. Donc voilà, faire attention à ça. Et je voulais juste aussi vous remettre une étude qui date un petit peu, mais qui est quand même intéressante, réalisée par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, donc qui a essayé de chiffrer le gain en achetant des agnelles de bon niveau génétique, malgré le coût d'achat. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ça permet quand même d'améliorer la productivité du troupeau sur le long terme. Donc, ramené à la carrière d'une brebis, on gagne de 20 € à 60 € par agnelle, une fois le surcoût d'achat déduit. Voilà pour ça, pour cette première étape là, de réforme et renouvellement. Et la deuxième étape, bien sûr, pour travailler la génétique de son troupeau, ça va être de choisir des reproducteurs améliorateurs sur les critères choisis. Donc déjà, c'est le fait d'essayer de tirer profit des schémas de sélection et de tout le travail que je vous ai présenté juste avant, en achetant des reproducteurs qui sont qualifiés. Parce que quand vous achetez un bélier, vous allez voir son phénotype à l'instant T, effectivement, sa morphologie, sa conformation. Bon, après, bien sûr, là, je vous ai mis aussi ce qu'il fallait regarder, mais comme pour tout reproducteur, regardez les aplombs aussi, c'est très important. Et par contre, tout ce qui va transmettre à ses descendants, ça, vous n'avez pas forcément l'information écrite sur le bélier, quoi. Et ça, c'est les index qui vont pouvoir vous amener des garanties, notamment sur tout ce qui est prolif et valeur laitière. C'est des choses que vous ne pouvez pas forcément voir visuellement sur le bélier, quoi. Donc, en achetant un reproducteur issu d'un élevage en sélection ou d'un élevage au minima qui fait du contrôle de performance, vous avez ces informations-là, les index, les infos, comme on l'a vu sur la carrière de la mère. Donc voilà, vous avez des garanties supplémentaires. Ce qu'il faut aussi, c'est ne pas hésiter à contacter les OS pour être orienté dans votre achat en fonction de vos attentes. Donc, quand je dis être orienté dans votre achat, c'est-à-dire que si vous appelez les OS en disant je recherche un bélier, je recherche des agnelles, etc., on peut vous orienter géographiquement vers les élevages qui vont être les plus proches de chez vous, mais on peut, comme je disais, aussi vous orienter en fonction de vos objectifs. Donc, si vous nous dites moi, j'ai un système d'élevage où c'est élevé un petit peu à la dure. Je veux pas un animal qui vient d'un élevage où ça soigne beaucoup, beaucoup, parce que j'ai peur après d'être déçu quand il va arriver chez moi. On va pouvoir vous orienter dans des élevages qui peuvent correspondre par rapport à ces objectifs, quoi. Autre chose aussi, c'est de pas hésiter à aller en sortie de station. Donc c'est vrai que ça peut faire peur un peu la sortie de station avec ce principe de vente aux enchères. Parce qu'on se dit, voilà, c'est pas forcément pour moi, c'est que pour les sélectionneurs, ça va être à des prix trop importants. Mais en fait, non, on y trouve quand même de très bons béliers à des prix abordables. Donc, après, au niveau des mises à prix, ça dépend des races, mais on doit tourner autour de 580, 560 € suivant les races. Donc, il y a toujours des béliers qui se vendent à la mise à prix et voilà, il y a quand même des bonnes affaires à faire. Donc, c'est sûr que peut-être le bélier qui va attirer tous les sélectionneurs, les prix vont un peu s'envoler, mais c'est loin d'être le cas de tous les béliers. Donc voilà, faut pas forcément avoir peur de ce système-là. Et puis, dernière chose, c'est de choisir des reproducteurs en fonction de ses objectifs, hein. Comme on l'a vu avec l'exemple du carton, on ne va pas regarder les mêmes choses si on veut faire du croisement terminal ou si on veut produire des agnelles de renouvellement. Donc, si on veut faire du croisement terminal, on va choisir plutôt un bélier type et viande. On ne va pas regarder les index qualité maternelle, ça n'a pas d'intérêt. On va regarder son index croissance 30-70, son GMQ, et après, on va regarder sur le bélier tout ce qui est conformation. Et s'il est passé en station, tous ces index de station aussi, quoi. Par contre, si on veut garder des agnelles de renouvellement, on va choisir un bélier plus mixte. Donc, on va regarder en plus ses index valeur laitière et prolificité, sa note PAT30 comme on l'a vu, et on va regarder aussi tout ce qui est carrière de la mère, par exemple. Donc, privilégier les fils de brebis MA ou MB, mère à agnelle ou mère à bélier.
Et puis, dernier petit point avant de finir, c'était un petit point de vigilance aussi sur l'entretien des béliers. Parce que le fait, voilà, de mettre un peu d'argent dans un bélier d'un bon niveau génétique, c'est très bien, mais s'il n'est pas en bon état, votre bélier ne vous servira à rien s'il n'est pas en état de lutter. Alors, malheureusement, je ne parle pas de tous les problèmes FCO et de fertilité, voilà, on n'y peut rien avec des béliers qui sont tombés stériles, où ça, bon, ben, il n'y avait pas grand-chose à faire pour l'éviter. Mais voilà, déjà de base, tout ce qui est ben, maintien d'un bon état corporel, déparasitage, qu'il y ait des pieds aussi en parfait état, parce qu'il y a des fois trop d'éleveurs qui sortent les béliers juste avant de les mettre en lutte et ben, les aplombs sont pas bons, ils sont pas assez en état. Donc voilà, ça se prépare bien en avance. Faut avoir en tête que la spermatogénèse, ça dure 2 mois. Donc pour faire des spermatozoïdes, il faut 2 mois. Donc, préparer les béliers à la lutte, c'est strict minimum 2 mois avant, et strict minimum, quoi. Donc voilà, essayez de les entretenir correctement tout au long de l'année pour qu'ils puissent bah, donner le mieux qu'ils peuvent. Voilà, donc c'en est fini de ce webinaire. Merci à tous pour votre attention.